Et hello à toutes et à tous, c'est Xav sur Pépitor, j'espère que vous allez toutes super bien, que vous avez passé une bonne semaine et puis on se retrouve comme d'hab pour notre petite vidéo de la semaine. Hem, Exceptionnellement là je crois qu'elle sera publiée que dimanche. Plusieurs petites choses à dire. Bon déjà vous voyez que c'est une liste qui n'est pas, qui est un peu moins large que d'habitude. En fait, j'ai voulu un petit peu là, en fait, concrètement, je vous avoue que moi, depuis 2 3 semaines, on va être totalement transparent, depuis 2 3 en fait, depuis, voilà, que les marchés se sont fait un petit peu péter la gueule, en tout cas en France, par cette histoire de dissolution, je ne vois littéralement strictement rien à faire, quasiment que dalle. Je m'ennuie fortement perso sur les marchés, voilà, depuis 2 3 semaines. Ne pas trader, c'est aussi trader. Et forcément, je vous avoue qu'il y a eu un petit manque de motivation aussi pour faire les vidéos, dans le sens où, quand on n'a rien à dire, on n'a rien à dire, ou quand, tout se pète, toutes les configs sont dégueulasses, toutes les configs sont dégueulasses. Alors après, quand je dis toutes, évidemment, c'est pas toutes, mais il y a certains titres qui peut-être peuvent être mieux orientés que d'autres, mais qui ne m'intéressent pas du tout, et cetera, et cetera. En tout cas, globalement, beaucoup de configurations en tendance baissière de court terme, donc pas forcément un marché que j'aime trader. Mais fidèle à mes «engagements» entre guillemets, je suis quand même soucieux de vous faire, d'essayer de vous faire vraiment des vidéos, 95 des week-ends de l'année, quoi. Hem Et donc, je change un peu de «process» entre guillemets, ou un petit peu de façon de faire. Et l'idée là d'aujourd'hui, c'est de se dire, en gros, voilà, il y a rien, moi je vois rien à faire, en tout cas sur les mid, les small, depuis 2 3 semaines. Moi je ne fais absolument rien, je m'ennuie. Mais il y a pas mal de, moi je le fais aussi de plus en plus via, des comptes qui sont pas forcément les miens, pour la famille et cetera notamment. Je me dis qu'il y a pas mal aussi de gens qui suivent cette chaîne, qui sont là, pas forcément pour du trading, spéculatif, comme on peut avoir, comment je peux dire? La prétention de le faire, assez régulièrement. Moi j'appellerais pas ça du trading spéculatif, j'appellerais ça plutôt de l'investissement opportuniste, on va dire. Voilà, tout ça pour dire que du coup là, l'idée de cette émission exceptionnellement là, c'est de faire, bon, on va faire une vidéo un petit peu plus courte, mais j'ai un peu passé les marchés en revue, et on va se pencher sur, je crois qu'il y a 11 valeurs en tout qui cotent plus d'1 milliard d'euros, donc globalement que des bigs. Il y a peut-être juste, Morel et Prom qui est un peu plus petite que les autres. Et l'idée, c'est de dire, voilà, c'est des belles valeurs qui sont un peu faites déglinguer, et l'idée, c'est de, voilà, de regarder un point, d'essayer de trouver un point, 2 points d'achat, pour, voilà, des gens qui voudraient profiter de, 20-25 de baisse sur certains titres, et avoir une bonne zone pour commencer à se positionner. L'idée, voilà, c'est vraiment trouver une zone, de support hyper intéressante, hyper intéressante, hyper intéressante, pour, derrière, jouer la suite. Voilà, jouer une première potentielle opportunité d'achat dans le marasme ambiant, éventuellement profiter d'un rebond là après les élections, et derrière l'idée c'est de réussir à se relancer, d'avoir un beau point d'achat et de viser plus d'investissement moyen terme entre guillemets, garder ces titres, avoir un beau point d'achat sur ces titres pour derrière, rester plusieurs mois dessus et espérer une reprise généralisée des marchés. Voilà pour un petit peu pour l'objet de cette vidéo, spéciale, et du coup je pense qu'elle sera un petit peu plus courte que d'habitude, parce qu'encore une fois il n'y a pas grand chose à dire et ça sert à rien de broire du noir pour broire du noir. En fait, je suis pas, fin du mondiste, hein, évidemment. C'est juste que la situation elle est chiante, il y a rien à faire en ce moment, et puis, franchement, moi situation comme ça, moins de temps je passe sur les marchés et mieux je me porte, et surtout, mieux se porte le capital aussi, parce que c'est ça le nerf de la guerre, et il faut réussir ne pas gagner dans ce genre de période, c'est franchement c'est pas, enfin c'est la norme, mais derrière il faut surtout réussir à le préserver le mieux possible, à pas faire d'erreur, pour derrière quand ça repart, qu'on est de nouveau en phase avec le marché, de réussir à être plus efficace. Du coup, au niveau du CAC 40, bon, on est revenu là, fin de semaine, juste avant le premier tour, on est revenu sur les 7 460 là, qui étaient le point bas de vendredi, d'il y a 2 semaines. Au niveau du gap ici là, pareil, enfin bon, c'est une zone technique qui est assez visible, qui est assez, enfin moi ça me paraît assez limpide. Maintenant, ce que je me dis, c'est que en fonction des résultats de ce soir, on verra, hein, ça se trouve je vais me tromper, on va repartir en balle. Pourquoi pas avoir un petit coup de panique, et venir chercher les 7 300. Voilà, pour moi, les 7 300 là, le point bas là qu'on avait fait en janvier dernier sur la MM200,
Pour moi, c'est un petit peu le dernier seuil avant lequel je commence vraiment, entre guillemets, à m'inquiéter et me dire, bon là, on risque d'en avoir pour plusieurs mois avant de réussir à se remettre, voire plus, avant de réussir à se mettre sur les bons rails. Donc voilà, en tout cas, c'est ce que moi je surveille potentiellement pour une grosse mèche, une petite panique lundi, mardi. Je sais pas trop comment je pourrais mettre les bons mots sur ça. En tout cas, si ça venait à se produire, là, je pense qu'il y aura des grosses opportunités d'achat, d'où l'idée de faire, avant de réussir à repartir, d'où l'idée de faire un petit peu cette vidéo spéciale sur des big caps. Euh, voilà pour mon scénario sur le CAC 40. Et après, bah bon, on le voit bien, hein, les 7700 points qui sont résistance maintenant à court terme, il y aura la même 20 au-dessus. En fait, là, je veux dire, la tendance technique est tellement dégradée à court terme que le rebond, voilà, il sera pas comme ça, quoi. On repartira pas comme ça. Il faudra latéraliser un moment, il faudra construire avant de réussir à repartir. Pour ça que il faut pas non plus, je pense, à mon sens, prendre le risque de trop courir après le train. Si je sais pas si je dis une connerie, mais si on a le CAC 40 qui ouvre en hausse de plus 1,5% lundi, ce qui me paraît demain du coup, ce qui me paraît être complètement hors de propos. Je commence tout de suite avec la première valeur que j'ai identifiée. Alors c'est Bouygues. Bon, Bouygues qui s'est fait un peu qui s'est fait un peu détruire, qui évoluait là dans une sorte de canal haussier depuis depuis un moment là, on le voit bien, qui est sorti de ce canal haussier en même temps qu'on a cassé même 200. Donc là, on avait vraiment un gros signal technique de baisse. On a perdu 10% depuis. C'est un titre qui sous-performe. Alors c'est pas trop l'habitude c'est pas forcément les titres que j'ai envie de présenter d'habitude, hein, parce que bon, on préfère les titres qui surperforment par rapport à l'indice. Déjà, bon, en fait, simple façon de voir comment on est sûr à 100% que le titre sous-performe, c'est parce que bon, c'est un titre du CAC 40, donc globalement, on a un graphe qui, au moins à court terme, est assez, quand il y a du mouvement comme ça, est assez représentatif de ce qui se passe sur le CAC. Le CAC, vous avez vu, il avait fait son point bas là le vendredi, il avait fait son rebond technique, et derrière, et là, ce vendredi-là, on est au niveau du point bas, alors que Bouygues, on est 2% en dessous, donc on est sur un titre qui sous-performe. Par contre, ce qui est intéressant sur Bouygues, c'est que on s'approche, à mon sens, d'un grosse zone de support. Là, si on dézoome un petit peu, on le voit clairement. Peut-être qu'on va se mettre en hebdo, mais oula, qu'est-ce que c'est que ça? Avec plusieurs points. Donc, vous voyez, hein, c'est un titre. Bon, moi, je la vois bien encore perdre. Voilà, si elle perdait 1% et demi, 2% supplémentaires, on serait quand même à moins 20% quasiment depuis les plus récents sur un titre comme Bouygues. Tac, point, 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 point. Et là aussi, point. Et si on dézoome encore un petit peu, là, on est sur les plus hauts de juin 2022. Bref, on est vraiment sur une zone, là, pas loin d'une grosse zone. Alors après, ça peut être. Si on va 2% en dessous de cette zone-là, ce sera pas catastrophique non plus, et ça peut être totalement le cas. En tout cas, on repère, voilà, du coup, on se met en repère cette zone des 29,50€ sur Bouygues. 29,40, 29,50 sur Bouygues qui pourrait être très attractive pour les investisseurs. Et après, l'idée, ce serait de jouer du rebond technique direction 31,50€ et puis potentiellement sur le bas de range à plus moyen terme si les marchés se reprennent bien. Ensuite, ça c'est la seule config entre guillemets potable en tout cas à ce stade que je vois encore sur toutes les valeurs là, enfin qui n'est pas baissière on va dire, qui est plutôt neutre voire même faiblement haussière. C'est Sanofi qui en a rien à foutre de ce qui se passe en ce moment sur les. Bon, elle avait fait son gros mouvement baissier l'année dernière, elle en a rien à foutre de ce qui se passe sur les marchés. Elle a testé encore une résistance là ce mercredi. Du coup, bah, valeur qui est par définition censée nous intéresser dans ce genre de marché, même si moi, Sanofi, c'est pas trop ma cam, hein, c'est pas quelque chose qui bouge suffisamment vite, généralement, dans suffisamment peu de temps pour vraiment m'intéresser. En tout cas, ce qui est clair et net avec Sanofi, c'est que, bon, il y a cette résistance des 92,60. Si on venait à la passer, ce serait un beau signal pour revenir sur les plus hauts historiques. Voilà pour Sanofi, on peut tracer là à ce stade un support oblique aussi, en se disant qu'on est dans une grosse figure comme ça, mais j'y crois pas trop. En tout cas, moi là plutôt à court terme, ce que je verrais, c'est en tout cas un premier support intermédiaire, ce serait les 87-50 si on revenait à venir les tester. Et sinon, ben, un signal d'achat sur dépassement des 92,50, 93€ pour viser derrière à moyen terme un retour sur les plus hauts historiques et plus.
Morelli Prom, j'en ai suffisamment parlé ces dernières semaines. Moi, ce qui m'intéresse sur le titre, c'est une baisse de 3-4% supplémentaire pour revenir sur le support des 5,80 et la MM200. Et là, on aura un super point pour payer une super valeur qui reste, qui surperforme nettement le marché, hein. Sur les plus récents, on a perdu 12-13%, là où il y a beaucoup de valeurs qui en ont perdu 20-25. Donc voilà, tout simplement, on identifie cette zone des 5,80. Après, en cas de grosse panique, de trou d'air, il y aura aussi ce support oblique aussi en dessous là que je vais m'empresser de retracer un petit peu mieux. Voilà, à proximité de, je sais pas, des 5,50 €. Ensuite, on a Stellantis. Stellantis qui a fait qui depuis qui était encore au plus haut là du 2 mars, la plus belle perf du CAC 40 après l'avoir déjà été l'année dernière. Ah, quoi que je dis peut-être une bêtise, peut-être qu'il y avait Publicis aussi cette année. Enfin bref. Du coup, on perd quasiment 30% depuis les plus hauts. Donc bon, il y a eu enfin si, je sais plus si c'est un profit warning qu'ils ont sorti, qui avait expliqué cette big chute là, enfin ce gros mouvement baissier en avril. Je sais plus, ou des perspectives un petit peu décevantes, je sais plus exactement. Bref, en tout cas. Bon, Stellantis, d'un point de vue technique, c'est ça qui est un petit peu chiant, c'est que là par contre Stellantis, on est vraiment à proximité de la zone, donc je pense qu'il faudrait pas que un gros signal de force, c'est si le CAC 40 reperdait 2-3% là, et allait sur les 7000, on avait dit combien, 7300 il me semble. Ouais, on va dire 7300, et que du coup Stellantis bouge pas trop, reste dans cette zone et fasse pas vraiment de gros trous d'air, ça ce serait arrive à se stabiliser, ça ce serait vraiment un gros signal de force pour la suite, et là le marché dirait vraiment on a fait le point bas court terme. Euh, En tout cas, on voit un Stellantis, si on dézoome, bah, c'est un graphe qui est très beau, très propre. On voit bien je regarde qu'on voit, voilà, on le voit bien, le support oblique, là, on est quasiment, vous voyez, hein, qui tient toute la hausse depuis octobre 2022, donc depuis bientôt 2 ans. Bon, on est en train de le toucher actuellement. Voilà, pour moi, il n'y aurait pas mort d'homme si on faisait encore, là, du coup, on est actuellement, si on faisait encore 4-5% max de baisse et qu'on revenait chercher en gros cette zone de support oblique, plus ici on le voit, les 18 quoi. Le point haut là, le point haut d'octobre 2023, le point bas de janvier, avant d'avoir derrière réussi à gagner 40% en ligne droite. Voilà, c'était l'indice dans cette zone là, jusqu'à 17,60, point haut de juillet-août 2023. Pour moi, là, en gros, entre 17,50 et 18,50, c'est la zone, quoi. Ça fait une zone de 6-7%, mais on est vraiment sur une grosse zone d'intérêt. En hebdo, on remarque aussi que la config est quand même bien, bien dégradée, mais on voit bien la zone de support sur laquelle qu'on est en train de revenir actuellement. Puis on est au niveau des bandes de Bollinger Inf, donc il y a quand même pas mal d'éléments qui militent en faveur d'une tenue de la zone. J'espère que ça se fera. Et moi, Stellantis, là, ce niveau de prix, j'ai envie d'en acheter là 3-4% de baisse supplémentaire. Je pense que ce serait vraiment une belle opportunité de tenter quelque chose à moindre frais, entre guillemets. Ensuite, pareil, Vinci, super lisible le graphe, hein. Bon, on est sur un titre qui s'est bien fait maraver. Bon, après, le problème, c'est que les programmes économiques des deux parties, là, disons, les plus. Heu, pas populaires, les plus, comment dire? Les mieux, positionnés dans les sondages, voilà, pour les élections, c'est de nationaliser, Vinci, donc forcément, hein, si on nationalise Vinci, pardon, de nationaliser les autoroutes, pas de nationaliser Vinci, mais les autoroutes, c'est un petit peu la vache à lait, de Vinci. On verra, je pense que ça se fera pas comme ça, le marché aura le temps de rebondir entre. En tout cas, s'il fallait que ça panique un peu sur le CAC et qu'on pouvait avoir du Vinci à 95 €, vous voyez, c'est la zone que j'ai tracée. Donc Vinci, là, si elle pouvait perdre 3-4% supplémentaires et revenir sur cette grosse zone de support, on le voit bien, ça a chaque fois bien tenu. Avant qu'on ait pu rebondir de 25% là entre octobre et mars. Vinci sur cette zone-là, bon, ça reste une valeur de rendement, ça reste le premier groupe de BTP au monde. Ok, il y a les autoroutes, il y a un petit peu cette incertitude sur les autoroutes, hein, c'est ça qui explique que Vinci soit fait vraiment déglinguer. Un petit peu plus que le CAC de manière générale. En tout cas, voilà, cette zone des 94-95 € qui a surveillé de très près. Thales, on est sur support, on le voit bien. Ça reste bon,
moi, Thales, c'est une valeur. Si c'est le genre de titre que j'ai envie d'avoir tout le temps en portefeuille, c'est des groupes qui sont, voilà, qui sont magnifiquement bien orientés, qui sont très présents à l'international, qui ont des perspectives de croissance incroyable, et puis bon, qui a un graphe long terme très haussier, qui de temps en temps connaissent un petit peu des coups de mou. Bon, ça fait pas de mal, c'est plutôt sain, même si c'est toujours difficile à gérer. Si on a acheté du Thales, si on n'a pas un prix de revient incroyable et que ça fait pas 5 ans qu'on a du Thales en portefeuille, mais c'est des opportunités qu'il faut savoir saisir. Thales était encore vraiment au plus haut historique là et surperformait le marché il y a encore 2-3 semaines. On a reperdu 15% depuis les plus hauts. On revient sur une grosse zone de support. Moi, Thales, là, ce qui m'intéresserait, pareil, dans le cas où on aurait un petit trou d'air sur le CAC, c'est une baisse de 3%, 3-4% supplémentaires et qu'on vienne à proximité de la même 200 et des 142 euros qui avait été la grosse résistance d'octobre dernier. Voilà. Bon, la zone elle se surveille déjà là, hein, mais si on avait un petit trou d'air en plus pour aller sur 143 euros, c'est ce que j'aurais envie de mettre à profit sur Thales. Ensuite, moi je regarde Hermès aussi, la plus belle valeur luxe, on va dire, du CAC 40, hein, celle qui tient le mieux entre Kering, LVMH, ou plutôt qui est le mieux orienté entre Kering, LVMH et bah, du coup Hermès. Hermès qui surperforme clairement, qui en a pas grand chose à foutre des aléas du CAC, quand vous voyez qu'on n'est même pas sur une résistance, on n'est pas sur un point bas, on est voilà, on perd entre guillemets que 10% depuis les plus hauts historiques. Voilà, pour moi, Thales, le gros support, là, c'est la zone des. On était venu, même juste venu fermer ce gap quasiment. Ah, pas tout. Si, on était juste venu fermer ce gap là dans les points bas de juin du 14 juin dernier. Ce que je voulais dire pour moi, Thales, c'est que Thales, pardon, Hermès, bah, le gros support, on le voit là, c'est en gros, c'est les 2000 euros quoi. 2000, 2050 euros, on le voit, plus la même 200. Donc si Hermès voulait baisser de pareil 5% supplémentaire pour X ou Y raison dans les prochaines semaines, bah à 2000 balles, 2050 balles, pas mal. Pas mal Thales, on aurait un très très bon point. Ensuite, une valeur de rendement plutôt défensive qu'on a envie d'avoir un petit peu tout le temps dans son portefeuille, quand on veut le renforcer en cas de coup dur, quand on est investisseur moyen long terme. C'est FDJ, Française des Jeux, qui elle n'a pas vraiment attendu le CAC 40 pour faire son mouvement baissier, hein. Elle perd 17-18% depuis ses plus hauts récents là, de février dernier, qui était d'ailleurs, bon, c'est un titre qui était sur une énorme résistance, hein. Euh, qui revient sur un très gros support, qui a fait, on l'a vu là, qui a fait son rebond technique, qui est en train de faire là le non-croisement baissier M7-M20, bon, qui a échoué un petit peu à passer son. C'est un peu ça quoi, c'est-à-dire que la valeur elle est assez facile elle est assez lisible techniquement. Pour moi là, bon voilà, si on revient sur cette. Si on revient sur les 31 euros, 30 euros 80, 90, ce serait tip top pour tenter quelque chose, une première entrée sur la FDJ. J'exclus pas qu'on aille plus bas, mais bon, ça m'étonnerait quoi. C'est-à-dire que voilà, si le CAC 40 là techniquement reperdait 2-3%, bah nous on viendrait sur ce support là. En théorie, c'est un titre qui en a pas grand-chose à foutre de la politique. Au contraire, moins les gens vont bien, plus ils ont, en théorie c'est comme l'alcool, hein, plus ils consomment d'alcool, de jeux d'argent, etc. Donc voilà, c'est un FDJ, c'est un business défensif quoi, c'est-à-dire dans les périodes un petit peu de trouble, c'est ce qui fonctionne le mieux généralement. En tout cas, du coup, la FDJ là sur 31 euros, entre 30,80 et 31 euros serait top. Et après, l'idée serait de rebondir, réussir à casser ce support oblique baissier, cette résistance oblique baissière, pardon, et de réussir à reprendre son mouvement et de repartir vers la résistance sur laquelle on était là début d'année. Ensuite, on change de registre avec Rexel. Rexel est une valeur que j'ai beaucoup tradé cette année, sur laquelle j'ai pas mal gagné, qui, il y a encore quelques semaines, s'envolait, bon, c'est un peu une valeur transition énergétique, hein, était sorti de son range par le haut, avait pris quasiment 20% en ligne droite, a tout reperdu depuis, est revenu sur le bas enfin, le haut du range qu'on avait cassé, qui est en théorie devenu support. C'est ce qu'on voit pour l'instant. On est en train de travailler cette zone-là. Pareil, moi, Rexel, ce qui m'intéresse là, à ce stade, ce serait
Une baisse en cas de baisse de 2-3% supplémentaire sur le CAC, c'est un titre qui reviendrait sur sa même 200 et la zone du bas de canal là, donc en gros Rexel entre 22,50 et 23 euros. Moi ça m'intéresse fortement, pareil la zone on la voit très bien, j'ai très bien identifié. Et après l'idée sera d'avoir des titres, d'attendre que ça reconstruise et choper un très gros support et réussir à repartir derrière et à reprendre le mouvement. Ça se fera pas comme ça, mais à moyen terme, voilà, c'est une bonne opportunité d'entrer sur un titre qui est très très haussier long terme, hein. Je monte là grave de Rexel, voilà, depuis les plus bas du Covid, hein. C'est un titre qui a su tirer son épingle du jeu et gagner 600% entre les plus bas et les plus hauts. Voilà, on le voit bien, la zone hebdomadaire sur laquelle on est actuellement. Ensuite, on a Airbus. Alors Airbus, c'est différent parce que bon, le titre a fait un profit warning cette semaine, ce qui explique qu'on perd sur la semaine, on perd quasiment 15% sur Airbus, c'est énorme. Pourquoi je m'en fous, entre guillemets? Parce que Airbus est, en fait, pourquoi c'est, voilà, c'est un élément court terme. Là, c'est quelque chose, c'est un profit warning qui doit vous inciter plutôt qui doit vous dire, bon, voilà. Mauvaise nouvelle sur Airbus. À court terme, ça va, il va y avoir des turbulences. Désolé pour le mauvais jeu de mots. Probablement qu'on ira encore plus bas. Mais c'est Airbus. C'est pas une valeur à la con qui fait des profit warning sur profit warning, qui est en tendance baissière long terme. Et c'est Airbus. C'est le numéro 1 mondial de l'aéronautique. Il y a Boeing qui a des déboires là depuis 2-3 ans, qui s'est fait exploser en bourse et qui a du mal à engranger des commandes. Et surtout, en fait, l'aéronautique, c'est un secteur en forte croissance. Le trafic aérien, le trafic touristique aérien va tripler à l'horizon de 2050. Donc imaginez le nombre d'avions qu'il va falloir, plus l'entretien, la maintenance, etc. derrière. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Airbus, ils ont à peu près, je crois, 10 ans de carnet de commandes devant eux, hein, parce qu'ils ont, c'est quoi, ils ont un rythme de production de, en gros là, ils ont dit, en gros le profit warning, c'est de dire quoi, c'était, on avait annoncé produire 800 avions cette année, on peut en produire que 770 parce qu'on a un peu des problèmes d'approvisionnement sur les chaînes logistiques et sur la sous-traitance, mais c'est quand même, c'est quand même de la croissance par rapport à l'année dernière. Je crois qu'ils en ont fait 720 ou 740 l'année dernière. Donc en gros, on passe de 720 à 770. En gros, on a quand même une progression de la production de 6-7% sur l'année, alors qu'on vise un peu plus de 10. Ok. Du coup, bon, les bénéfices qui vont être impactés à horizon 2 ans. Mais avant ce profit warning, ce qu'il faut se dire, c'est qu'Airbus perdait déjà 13% depuis ses plus récents. Pas rien. Là, on est du coup à moins 25% en même pas en 2 mois et demi, mai, juin. Ouais, en 2 mois de temps, quoi. On est début juin, début avril, pardon, ouais, en 3 mois de temps, désolé. Et surtout, Airbus, ça reste, comment dire? En fait, c'est ça qui est bien avec le secteur de l'aéronautique, c'est que pourquoi c'est une valeur que, en fait, il n'y a pas de concurrence. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que, évidemment que c'est des turbulences de court terme et qu'Airbus arrivera à s'en remettre et que ça se trouve, là, perdre encore 10%, surtout si les marchés vont pas bien. Mais on s'en enfin, voilà, c'est un titre où moi, ça me paraît très compliqué d'envisager ne pas être en plus-value, ne pas être en gain en achetant du Airbus maintenant dans 2 ou 3 ans, quoi. À ce niveau de cours-là, ou même si on revient sur un support un peu plus bas. Voilà, comment dire? Vous n'allez pas avoir demain une entreprise qui va venir concurrencer Airbus. Vous avez globalement 3 entreprises dans le monde qui produisent un petit peu des avions commerciaux, quoi. Vous avez Boeing, vous avez Airbus, qui doivent avoir 90-95% du marché, et vous avez dans une moindre mesure le Canadien Bombardier. Même si eux, je crois que c'est plutôt un équipementier. Bref, tout ça pour dire que bon, Airbus, ils ont 8800 avions, je crois, dans le carnet de commandes. Ils vont continuer d'engranger des commandes. Bon, ils vont réussir à outrepasser ces turbulences de court terme, et Airbus repartira. Et vous avez pas un groupe demain qui va venir, qui va dire bon les gars, on concurrence Airbus, on signe des commandes, on produit 800 avions par an. Vous imaginez, c'est des années, des dizaines, des dizaines, des dizaines, des dizaines de milliards d'investissements et des années de construction pour construire un groupe comme Airbus sur un marché aussi technique et aussi pointilleux que l'industrie aéronautique. Donc tout ça pour dire que Airbus, bon, moi j'en ai acheté un petit peu dans la chute.
Mais c'est même pas une ligne, c'est même pas une ligne que j'ai envie de vendre. C'est-à-dire que si on perd 6-7% supplémentaires, je vais renforcer. De toute façon, la position est tellement insignifiante que voilà, c'était juste histoire de mettre un pied dedans, parce que je me suis dit, bon, quand même, Airbus à moins 10%, moins 12%, peut-être y avoir un rebond technique. Et du coup, bah moi, la prochaine zone que je vois, hein, si on se met, on va se mettre en hebdomadaire. Là, on est plus ou moins en train de, vous voyez, on est en train d'arriver dans une grosse. Là, vous allez me dire, ouais, on est plutôt en train de casser la zone des 130 euros, qui était les plus hauts, enfin, c'est quand même une zone assez importante, qui était plus haut de 2019, les plus hauts là de 2023, et au-dessus desquels on a réussi à fortement accélérer. Alors, oui, mais Airbus, il y a aussi une grosse. La zone des 120 euros, 115, 120 euros juste en dessous. Et en fait, bah, du coup, entre 115 et 130, est-ce que c'est pas, voilà, ok, il y a 12%, mais est-ce que c'est pas une zone, voilà, c'est une zone d'intérêt majeur. Et puis moi, je commencerais vraiment juste à m'inquiéter si on cassait la MM200 hebdomadaire là dans les prochains. Voilà, faut pas être pressé. C'est un titre que je vais accumuler, si on vient plus bas là dans les prochains mois. Et et j'aurais aucun problème à me dire, je change d'opinion sous 115 euros si on vient casser les 115 et qu'on vient casser la MM200 hebdomadaire. Voilà pour Airbus. Et je termine avec Ipsos, qui est à court terme, qui s'approche d'une énorme zone de résistance, de support, pardon. En hebdo, c'est un peu plus dégradé, parce qu'on sort des bandes de Bollinger par le bas. C'est pour ça que je pense que si en daily ça tient pas, faudra pas rester des années sur le titre. Euh, voilà, Ipsos qui, pareil, est un titre qui globalement surperforme aussi la plupart des actions du marché. On n'a pas testé la même 200 encore, là où le CAC l'a cassé, là où donc bon, par rapport à ça, c'est une valeur qui surperforme un petit peu. Et on arrive sur une grosse zone. On arrive simplement sur une grosse zone. Donc là, Ipsos a encore 2% supplémentaires. On est sur les 57,60 et on est sur du coup cette zone qui a été très travaillée en janvier dernier. Les plus bas là on doit être en fin février. Et bah là, la MM200 qu'on n'a pas testé depuis qu'on est passé au-dessus en novembre dernier. Donc Ipsos sur les 57, 80, 58, on peut aussi se le noter. Voilà, voilà. Ce sera tout pour cette semaine. Vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. Bon, quand même 25 minutes. Je pensais qu'on prendrait moins de temps, mais il y a toujours un petit peu des explications à donner. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire comme d'habitude. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao. C'était Xav sur Pépitor.